Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 110e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 14 mars, il est exactement 9h35 et nous allons parler aujourd'hui d'Ocean 50 avec 2 marins qui s'aligneront cette saison sur le Pro Sailing Tour et toutes les courses au programme de la classe. Le premier navigué ces dernières années en classe 40, il a mis à l'eau jeudi dernier à Lorient le rire médecin Lamotte, nouveau nom de l'ancien Primonial racheté à Sébastien Rogue. Il s'agit bien évidemment de Luc Berry qui est à Saint-Malo. Salut Luc. Salut Axel, salut Fabrice, salut. Le second n'est pas un novice dans cette classe. Il avait lancé en 2020 un premier Ocean 50 baptisé Planet Warriors qu'il avait finalement loué puis vendu à Erwan Leroux. Il attend pour ce printemps la mise à l'eau de son nouveau bateau baptisé Réalité. Il s'agit de Fabrice Caillère qui est de son côté à Nantes. Salut Fabrice. Bonjour à tous les deux. Eh bien, messieurs, on va parler de vos projets respectifs sur cette belle classe Ocean 50 qui a connu un mercato assez important entre les saisons 2022 et 2023. On va commencer par l'actualité du moment, l'actualité chaude, et notamment donc cette mise à l'eau jeudi dernier du bateau de Luc. Luc, raconte-nous un peu comment s'est passée cette mise à l'eau à Lorient de ton bateau qui s'appelle Le Rire Médecin Lamotte. Ben écoute, c'était une belle mise à l'eau. J'avais beaucoup de partenaires qui venaient. J'ai mon réseau de partenaires qui continue depuis quelques années maintenant. On est une vingtaine. Donc déjà de tous les avoir au même moment, c'est pas simple. Donc on avait cette date qui était calée. Et bon, je vous cache pas que la météo c'était pas évidente. On a réussi entre 2 grains à mettre à l'eau dans un vent convenable et en toute sécurité. Moi, c'est la première mise à l'eau d'un bateau de ce type. Après, j'étais très bien entouré de spécialistes de multicoques, donc ça m'a rassuré un peu. Mais c'est toujours un peu stressant. Ouais, j'ai bien compris, c'était un petit peu vanté quand même. C'était assez rock'n'roll. Exactement. C'était, je vais pas dire un peu à la limite, mais bon, on va dire une demi-heure avant, le grutier il nous disait que ça passait pas. En fait, le grutier il a un anémomètre en haut de sa grue et puis il a une limite à ne pas dépasser. Mais bon, on avait regardé la météo et il y a un grain qui passait et après ça l'a permis de le faire en toute sécurité. On a mis le bateau à l'eau, puis la dérive, puis le mât dans la foulée. En fait, ça va assez vite. Bon, tu étais un pilier de la classe 40 depuis 2018. Tu as d'abord navigué avec un Mac 43, puis depuis l'année dernière, tu avais un Mac 45. Pourquoi ce choix de passer en Ocean 50 ? Alors moi, je vais pas dire que j'avais fait le tour parce que c'est pas sympa pour la classe parce qu'au final, elle est en pleine expansion cette classe et il y a vraiment encore beaucoup de choses en classe 40. Après, moi, j'ai un groupe de partenaires qui sont des entrepreneurs qui aiment voir l'évolution, le progrès et l'entrepreneuriat et ça avait du sens d'évoluer aussi. J'avais fait 5 années en classe 40, 2 bateaux, 2 routes du Rhum, 2 Jacques Vabre et puis toutes les courses du circuit. Donc c'était un bon moment après ce cycle de Rhum, après ce deuxième route du Rhum, d'évoluer vers autre chose. C'est vrai que même si on avait un bateau neuf, c'était un beau moment pour nous d'évoluer. On a eu une belle opportunité pour acheter un bateau et puis pour vendre notre classe 40. Donc voilà, c'était une suite logique, on va dire. Ouais, quel est un peu le bilan que tu dresses de tes années, de tes 5 années en classe 40 ? Alors le bilan, c'est que déjà j'ai eu la chance de construire 2 bateaux, de faire presque toutes les courses du circuit. On a fait le bilan là, je sais plus combien de courses j'ai fait en tout, mais plus d'une vingtaine. Avec, je crois que j'ai fait quand même 12 ou 13 podiums et quelques victoires aussi. J'ai pas réussi à faire de podium sur les grandes transatlantiques, mais bon, c'est un peu, j'entendais des gens parler des Jeux Olympiques, quoi. Ça, c'est des courses qui arrivent tous les 4 ans ou tous les 2 ans, et c'est pas toujours évident de performer juste sur la grande de l'année, mais alors que sur toutes les autres, j'arrivais souvent à faire des podiums. On est tous assez satisfaits. Le Max 5, qui était un tout nouveau bateau, a été mis à l'eau assez tardivement. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à montrer le potentiel qu'il avait l'année dernière, même si on a fait des plutôt bons résultats. Il y avait toujours des petits couacs, on va dire.
Et puis après, la route du Rhum, il y a tellement de bateaux, tellement de niveaux, et c'est tellement aléatoire le Tour de la Guadeloupe. Je vais pas retourner dans le détail où j'ai perdu 2 places, mais voilà. Après, je suis content d'être retourné faire une dernière course sur le circuit. Je suis allé faire la Caribbean 600 il y a quelques semaines, où on a réussi à gagner avec Alberto et Pablo sur le Mac 5 IPSA. Montrer que le bateau avait du potentiel. Donc voilà, je pars conquis et heureux. Donc voilà. Bon, on rappelle que tu as fait 7e sur la dernière Oui, route du Rhum. exactement. Fabrice, comme je le disais tout à l'heure, pour toi, c'est plus un retour qu'une arrivée en Ocean 50, puisque tu avais déjà fait une incursion dans la classe avec Planet Warriors en 2020. Je crois que tu n'avais jamais vraiment quitté la classe en t'impliquant à la fois dans la gouvernance et en naviguant notamment avec Gilles Lamiré. Pour ceux peut-être qui te connaissent moins bien, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours et nous expliquer ce qui, toi, t'a amené à la classe Ocean 50? Oui, je vois que tu es très très bien renseigné. Effectivement, ça fait un petit moment que je suis dans la classe. Moi, je suis un régatier depuis toujours. J'ai fait d'abord le début de ma carrière, ça a été, j'ai hésité entre être professionnel dans le métier et chef d'entreprise, et puis être professionnel en voile. Je me suis dit, je garderai ma passion, et voilà. Donc j'ai mené une carrière de chef d'entreprise toute ma vie pour à 50 ans décider de passer le pas et puis de rejoindre ma passion à plein temps. Donc c'est ce que j'ai fait en rejoignant la classe en 2018 à peu près, où là je me suis vraiment beaucoup investi d'un point de vue théorique avant de naviguer. J'ai fait 2 transats en Ocean 50, j'ai aussi fait à peu près 2 saisons avec Gilles, effectivement, l'Amiré. J'ai navigué un petit peu avec Erwan aussi, le Roux, et puis construit un premier bateau que j'ai effectivement ensuite loué pour des raisons personnelles à Erwan. Et puis dans la foulée, je me suis mis à en reconstruire un autre. Voilà. Donc moi, ma passion voile, c'est avant tout le multicoque, mais j'aime bien aussi cultiver un peu tous les supports et aussi le monocoque. Donc voilà, je suis plus un régatier qu'un coureur au large, bien que là j'ai commencé à aligner quelques milles. Voilà, avec une fin de saison dernière en Ocean 50 avec Gilles qui s'est terminé avec un dématage malheureusement au Scilly, mais ça fait partie de l'expérience aussi du marin. Et puis je remercie Gilles au passage de m'avoir permis de faire cette saison avec lui pour être un peu plus près pour la saison prochaine. Ouais, et pourquoi ce choix de la classe Ocean 50 en particulier? Tu disais que tu as navigué sur d'autres supports, tu as navigué en monocoque. Pourquoi les Ocean 50? Alors, en fait, j'ai démarré vraiment en multicoque quand j'étais jeune à l'armée. J'avais acheté un Dart et puis j'ai gravi un peu les échelons. Donc, j'ai fait beaucoup de F18, du F20, du F28. J'ai même fait des grands prix en Norma. J'ai été aussi propriétaire de l'ancien bateau de Jean Le Cam, Biscuit 3 en F40. Et puis, pour moi, la suite logique, c'était le Multi 50 à l'époque. Pour moi, un bateau qui permet énormément de possibilités, à la fois naviguer en solitaire, en double aussi, mais aussi partager en équipage, faire du inshore et puis faire du offshore. Donc c'est un, un bateau très souple, une classe que j'adore parce que on y met tous les ingrédients et depuis longtemps, qui sont pour moi essentiels, notamment le respect des budgets, ne pas inflater les budgets, être respectueux. On se pose pas beaucoup de questions, mais on avance dans notre stratégie RSE. Et puis en même temps, on est plutôt une sorte de famille plus que des concurrents à terre. Et même si on se fait pas de cadeaux sur l'eau, c'est un très très beau partage. Luc, est-ce que toi aussi c'est ce qui t'a plu dans cette classe Ocean 50? Est-ce que tu as étudié d'autres hypothèses que l'Ocean 50 après tes années classe 40? Oui, alors bien évidemment, on a regardé la classe IMOCA. Après, moi aujourd'hui, ce que j'aime, c'est naviguer, c'est partager avec mes partenaires, et là, c'est sûr que l'Ocean 50 répond vraiment à ces 2 points-là. Je pense que en classe 40, en tout cas, je faisais énormément de jours sur l'eau en régate et de jours sur l'eau en sortie découverte partenaire.
Là, quand on regarde le programme qui se profile, qui n'est pas encore confirmé, mais j'ai l'impression qu'on va en faire encore plus. Donc ça c'était un point. Moi, je suis pas spécialiste de multicoque, loin de là. J'en ai fait très peu. Par contre, moi, j'étais planchiste quand j'étais plus jeune. J'étais sur l'île de haut niveau là pendant pas mal d'années, et donc je connais la vitesse et j'aime la vitesse. D'ailleurs, j'en faisais beaucoup plus avant de faire de la voile, mais là, clairement, on va allier vitesse et compétition. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été invité sur 2 grands prix et pas mal de convoyages avec Thibaut sur Solidaire en peloton après. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment séduit. Ça fait un petit peu peur, je te cache pas que c'est un peu, quand tu prends les départs là avec pas mal de bateaux, avec du vent et tous les bateaux ils filent à entre 20 et 35 nœuds. Mais justement, il va falloir que je m'entoure bien et que j'apprenne rapidement parce que ça va bien vite. Ouais, tu disais que tu étudiais la classe IMOCA aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est finalement le gap financier ou plus justement cet aspect, le fait de pouvoir peut-être naviguer plus qu'en IMOCA? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la classe Ocean 50? Alors, en fait, quand on regarde la classe IMOCA aujourd'hui, en effet, pour être performant, je pense qu'il faut un gros budget. Donc, d'un point de vue financier, l'Ocean 50 se situe entre guillemets à mi-chemin. Alors, j'y suis pas encore, même à ce budget mi-chemin, parce que là, on est plutôt dans un gros budget classe 40 plutôt qu'un petit budget Ocean 50 pour l'instant. Mais du coup, ça permettait vraiment de franchir déjà une marche en passant à Ocean 50. Il y a aussi le problème qu'on connaît bien des bateaux dispo et des places disponibles pour faire un potentiel Vendée Globe. Le timing est clairement pas bon pour aller faire de l'IMOCA. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu achètes un IMOCA, t'es presque sûr de pas faire le Vendée Globe plutôt que le contraire. Et je connais personne qui a acheté un IMOCA en se disant, enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là d'ailleurs, hein, mais tu vois, on voit en mini, il y a des gens qui achètent un mini deux saisons, deux épisodes avant pour pouvoir faire, pour se préparer à la mini. Là, je connais personne encore qui achète un IMOCA aujourd'hui pour se faire le Vendée Globe 2028. Donc c'était pas trop dans notre état d'esprit. Et puis là, clairement, de fédérer du monde autour d'un bateau plus grand, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'Ocean 50. On sait qu'il va y avoir beaucoup de bateaux. Enfin, plus ils ont atteint le nombre de bateaux limite. Et après, il va y avoir des nouveaux bateaux. Donc, non. Et puis aussi, il y a un autre point qui est hyper important, je pense. C'était un de l'architecte de mon classe 40 qui m'a dit ça, Manuel. Il dit que l'Ocean 50, c'est un super moyen pour apprendre à naviguer vite et apprendre à naviguer sous pression. J'entendais aussi un post-report de Sam Goodchild il y a pas très longtemps. Il disait qu'il trouvait que l'IMOCA là ressemblait plus à l'Ocean 50 que à l'ultime sur lequel il naviguait avec ce débo. Je pense qu'on trouve beaucoup de choses. Alors, après aujourd'hui, j'ai tout à apprendre. On va y aller étape par étape. Je dis pas que c'est juste pour passer quelques années puis évoluer. Non, moi je m'inscris dans la classe et puis on va faire ça dans la durée et puis on verra ce qui se passe après. Fabrice, tu confirmes, c'est un bon moyen, l'Ocean 50, pour apprendre à naviguer vite et sous pression? Oui, alors moi j'ai une vision de l'Ocean 50 un peu plus rassurante que Luc, parce que mon expérience m'a fait naviguer sur des bateaux beaucoup plus volages et beaucoup plus dangereux. Pour moi, l'Ocean 50, effectivement, ça va, on tient des moyennes hallucinantes. Pour info, on était remonté avec Air One, on est remonté en 8 jours de Fort-de-France jusqu'à la Trinité. Donc ça a été bah voilà des grosses moyennes. Mais je dirais, grâce aux évolutions qu'on a faites sur l'architecture, notamment des feuilles lancées monotypes, ça a permis de sécuriser beaucoup et d'éviter le danger majeur en multi, c'est d'enfourner et la camerluche. Ça n'empêche pas qu'on se retourne encore des fois, mais tout de même ce côté risque pour moi a été beaucoup gommé, même s'il existe encore. Et effectivement, alors en Grand Prix, ça va vite, c'est très très chaud sur les départs. C'est là où il faut être hyper attentif. La moindre faute, on a vu, ça, abattre sur une ligne, c'est dramatique. On a vu l'année dernière sur le Grand Prix de Bonifacio, il y a eu un accrochage entre Primonial et GCA, mais voilà. Donc oui, effectivement, de ce côté vitesse est très très présent dans la classe.
mais avec une notion, moi je trouve, je mets un petit bémol sur le fait que les bateaux restent des bateaux marins, très marins. Bon, bah Luc, j'espère que ça va que ça te rassure. Ouais. Fabrice, pour ton retour, tu as fait le choix du coup de construire un Ocean 59. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu as étudié d'autres hypothèses de racheter des bateaux, de racheter un bateau? Qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de ce choix de faire construire ce nouveau plan VPLP? Il y a plusieurs raisons qui ont motivé la décision. C'est aussi c'est d'abord un partage d'envie avec la société Réalité, qui est le sponsor unique, et avec Planet Warriors du bateau. Ça, c'est un grand un, avec la volonté aussi de faire évoluer ce que j'avais déjà fait sur la V1 du bateau, hein, qui est Coesio maintenant. Et à l'époque, quand on s'est décidé et qu'on a dit banco, le jeu n'était pas aussi ouvert qu'il ne l'a été post-Rome. C'est-à-dire, il n'y avait aucun bateau à vendre et il y avait on n'avait aucune visibilité. Il y avait aussi une autre raison qui m'a poussé à construire un bateau neuf, c'est qu'on atteignait le numerus clausus. Donc c'était aussi l'envie de dégainer assez rapidement pour pouvoir construire un des derniers bateaux mis à l'eau. Et Seb m'a emboîté le pas derrière en déclarant la construction de son bateau. Donc aujourd'hui, on est à 10 bateaux, on est au taquet du numerus clausus, avec possibilité d'actionner encore deux boutons dans la classe sous certaines conditions. Est-ce que tu peux nous rappeler cette règle du numerus clausus, l'expliquer à nos auditeurs et pourquoi vous l'avez mise en place? Alors, on a volontairement limité le nombre de bateaux pour que tous les bateaux soient des bateaux qui naviguent. C'est vraiment une volonté de faire en sorte que des bateaux un peu plus anciens soient plutôt upgradés plutôt qu'ils soient abandonnés, et qu'on reconstruise une sorte d'inflation à la construction qui n'a pas tellement de sens. On voit aujourd'hui que des bateaux dans la classe Ocean 50 qui ont plus de 10 ans peuvent encore largement prétendre à la victoire dans les grandes transats, mais aussi dans les parcours inshore. Ça, c'est la volonté de conserver les bateaux et de les faire naviguer longtemps. Eh bien, ça c'est la première raison du numerus clausus. Il y a aussi le fait qu'on ait relancé avec le Pro Sailing Tour la classe, et que on fait, je dirais, un peu dans une certaine mesure, un peu comme faisaient les Orma à une certaine époque. On fait ce qu'on appelle des épisodes, et qui s'appelaient des grands prix avant, dans des villes qui nous accueillent. Or, quand on est trop nombreux, eh bien, on ne peut plus faire de grands prix. Donc, c'est aussi une des raisons, c'est l'accueil des villes et le spectacle et le partage avec tous nos partenaires, et la proximité avec les spectateurs et le public. Luc, toi, tu as donc racheté l'ancien Primonial de Sébastien Roch qui aura fin mai son nouveau bateau. Est-ce que tu avais d'autres choix? Pourquoi le choix de ce bateau? On rappelle que c'est un plan Verdier, pour rejoindre ce que disait Fabrice à l'instant, un plan Verdier qui a été mis à l'eau en 2009, donc qui a déjà bien servi. Pourquoi le choix de ce bateau? Il y avait d'autres options? Alors, au tout début, quand on regardait, il y avait en effet d'autres choix. Il y avait le Layton, il y avait Primonial. Et la question se posait toujours sur GCA, mais ça s'est déclenché un peu tardivement. Au final, Layton a été vendu assez rapidement, avant le Rhum, et nous, on n'était pas prêts à dégainer avant le Rhum, on a dégainé après le Rhum. Après, dans tous les cas, c'était plutôt vers celui-là qu'on s'orientait. Le budget était plus raisonnable, et puis de toute façon, c'est ce que je dis à mes partenaires aujourd'hui, la limite entre guillemets, ça va être moi. Moi, j'y vais humblement. J'ai pas grosse expérience en multicoque. Je pense que déjà, avant d'arriver à tirer sur ce bateau-là au maximum, il y a de quoi faire. C'est un bateau reconnu pour avoir peut-être un peu plus, une marge de sécurité un petit peu plus élevée de par ses gros flotteurs. Il est aussi assez fiable, et c'est un bateau, malgré son âge, Seb a réussi à bien l'optimiser et aussi à bien perfer avec. C'est quand même le bateau qui a gagné la dernière Jacques Vabre, qui a gagné le Route du Rhum 2018, et qui a fait troisième sur le dernier Route du Rhum.
Donc c'est un bateau qui au large est quand même, je pense, encore très performant. Peut-être dans le médium, entre le 12-18 nœuds, est peut-être un petit peu moins performant, mais bon, je crois que c'est à cette marge-là, l'équipage rentre en jeu, quoi. Aussi bien en termes de faire avancer le bateau qu'en termes de trajectoire et de routage et tout ça. Tu parles de budget raisonnable, tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça vaut un Ocean 50 d'occasion comme Alors, ça? je crois que ça vaut entre 900 et 1,7 million. Voilà, c'est une fourchette D'accord, assez ouais. grosse. C'est une fourchette D'accord, ouais. assez grosse, mais voilà. Après, tout dépend ce qu'il y a dans le bateau, enfin, ce qu'il y a à refaire dessus et tout ça, quoi. Donc, il y a des bateaux qui se vendent avec des jeux de voile complètement en double. Il y en a qui se vendent avec des mâts en spare. Et puis il y a des bateaux plus ou moins récents. Ouais, bien sûr. Celui-là, on a fait un beau chantier, mais c'est un bateau qui est sain, quoi. Ouais. Justement, est-ce que pendant l'hiver là, vous l'optimisez? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou toi justement ton ambition, comme tu arrives dans la classe, est plutôt de repartir de pas toucher à la base existante? Nous, on a déjà remis le bateau à nu. Déjà, quand on enlève le sticker, il y a un peu de peinture qui s'en va, donc on a refait de la peinture, on a réparé un petit peu les pots cassés de la saison dernière. Fabrice a parlé d'un petit accident qu'il y a eu, de bateau qui s'est rentré dedans. Celui-là, malheureusement, il a été victime, donc on a repris un petit peu les formes du bateau. On a repeint les appendices, on a essayé de lui rendre la meilleure vis possible. Et puis on a révisé tout. En fait, je pense, en tout cas, je le faisais en classe 40. Je révisais vraiment chaque année. J'envoyais toutes les pièces, les enrouleurs, les émerillons, se faire checker et se faire réviser, le gréement dormant, le gréement courant, tout l'accastillage arcane à bord. Déjà, quand on fait tout ça, ça représente quand même une assez grosse somme. Donc, on s'est contenté de ça, d'une grosse révision générale. On a racheté quelques voiles. Et puis c'est à peu près tout en fait. Déjà, ça nous a pris 1 mois et demi, 2 mois. C'était déjà assez. Il y a des pistes d'amélioration sur ce bateau, mais bon, déjà, comme je disais, il faut que je prenne en main la bête tel qu'il est. Fabrice, toi, tu as donc construit ton futur nouveau bateau réalité dans les moules de Coesio. Est-ce que tu avais le choix? Il y avait aussi, je crois, les moules existants d'Arkema 4. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est un peu, est-ce que c'est l'antériorité, l'histoire que tu avais déjà avec ce bateau, avec VPLP? Oui, bien sûr, il y avait l'histoire, un attachement à ce bateau, l'envie de le faire progresser et surtout la connaissance parfaite de sa construction, donc savoir ce qu'on pouvait déjà optimiser, avoir pu observer le bateau en Grand Prix, donc repartir de cette base et se dire bah on va encore essayer de faire un peu mieux, c'est un challenge super intéressant. C'est aussi une capacité à aller vite parce que il fallait pour moi on s'était assigné 12 mois de construction, ce en quoi on va être à peu près dans les clous. Donc tout ça ça participe déjà d'avoir appris sur le premier et de pouvoir avoir la chance d'optimiser le deuxième en ayant navigué sur le premier, en ayant observé toute la saison, en ayant vu à chaque empannage, à chaque angle de vent, là où il avait des forces, là où il avait des faiblesses. Bah, ça a été magnifique. Donc voilà, je me sentais plus capable d'optimiser une V2 du bateau que de repartir sur presque, je vais pas dire une feuille vierge, mais sur un bateau complètement inconnu. Et alors justement, en quoi c'est une V2 de Coesio? Les pistes d'amélioration, d'optimisation, elles sont où? Alors, en fait, on a tout repris, sauf évidemment les formes, hein, puisque les moules sont les mêmes. Même l'implantation de la dérive est différente, l'implantation des foils est la même, mais pour tout le reste, on a cherché des optimisations qui sont pas des transformations majeures, bien sûr, mais qui sont des optimisations. Alors, quelques exemples, l'ergonomie de la casquette, hein, de la bulle dans laquelle on va naviguer en offshore a été vraiment revue. Donc ça, c'est vraiment quelque part du confort à bord. On sait aussi que sur les développés en poids de composite, on avait une capacité de 220 kilos en optimisation, c'est-à-dire que le poids de la plateforme une fois construite était de l'ordre de 220 kilos en moins. Donc il fallait gueuser ce poids-là. Donc on s'est servi de ce delta de poids
pour pouvoir mettre un peu plus de confort, donc notamment sur les éléments d'ergonomie de la casquette, mais aussi sur la rigidité de la plateforme qu'on a travaillé, puisqu'on devrait gagner environ 20% de résistance en plus. On a pris aussi, on a vu aussi des optimisations qui avaient été faites, notamment sur Arkema. On va avoir des bâches aéro en direct sur le bateau. Bon, le moteur, l'énergie a été revue aussi. En fait, tous les points ont été revus. La corde de la dérive également. Le plan de voilure a été vraiment beaucoup retravaillé. Les points d'ancrage des cadènes aussi ont évolué. Voilà, on aura également des queues de mallet pour pouvoir optimiser le réglage des voiles creuses. En fait, bon voilà, l'électronique évolue légèrement, mais dans une moindre mesure. Bon, donc sur le papier, c'est un bateau plus performant que Coesio. Ah bah alors ça on verra. Déjà, ce serait bien prétentieux de dire qu'on va être plus prétentieux qu'Erwan parce que lui il fait ses optimisations aussi de son côté. Donc j'espère qu'on n'aura pas tapé à côté. Et puis si déjà on est aussi performant, ce sera déjà formidable. La mise à l'eau, elle est prévue quand, Fabrice? Alors fin mai, le dernier jour de mai, avec des essais techniques, les tests statiques dans la foulée à Lorient, puisqu'on est chez CDK en construction. Et puis après tout un programme très chargé de navigation et aussi bien sûr de RP avec nos partenaires. Pour rester, ouais, vas-y, pardon. excuse-moi. Ouais, juste avec un baptême prévu à Nantes fin juin et ensuite une remontée chez nous à Saint-Malo. Pour rester dans les questions budgétaires qu'évoquait Luc, Luc parlait d'un bateau d'occasion entre 900 000 et 1,7 million, et un bateau neuf, c'est combien aujourd'hui un Ocean 59 pour ceux qui pourraient être intéressés? Alors pour être bien, enfin pour construire normalement, location de moule inclus, tout jeu de voile compris, on est entre 3,5 millions et 4 millions. D'accord. Et pour un budget de fonctionnement? Environ, alors les budgets, c'est entre le budget, à mon avis, le plus tendu, c'est environ 500 000 euros et un bon budget, c'est 1 million. Bon, Luc, toi, t'es plutôt dans le budget plus tendu ou un bon budget? Moi, je suis plutôt dans le budget un peu plus tendu pour l'instant, mais écoute, j'ai des bonnes pistes et je reste confiant. Après, je pense qu'il y a plein de gens intéressés par la voile. Moi, j'ai un super réseau et il va s'agrandir, mais on est dans un contexte économique un peu particulier quand même. Donc, faut être conscient de tout ça. Alors, je me permettrais juste d'ajouter sur les budgets que au niveau de la classe, on fait vraiment tous nos efforts pour trouver des pistes d'amélioration du financement de la classe et aussi de l'aspect hébergement logistique qui devrait dans les années à venir peser moins lourd en tout cas sur les teams. Ce qui veut dire, Fabrice? Alors, c'est-à-dire que pour donner un exemple, on n'a aujourd'hui pas encore de prize money sur les grands prix, mais on travaille pour en amener. Tous les hébergements sont prévus à terme, c'est pas vrai cette année ni l'année prochaine, mais sont prévus à terme. Encore que l'année prochaine c'est jouable, mais sont prévus à terme pour être pris par le Pro Sailing Tour dans notre championnat ad hoc. Voilà, donc ça contribue. Ça va contribuer dans l'avenir à faire baisser légèrement les budgets de fonctionnement des teams. Luc, toi, tu repars exactement avec les mêmes partenaires qui t'ont accompagné jusque-là en classe 40? Oui, j'ai toujours mon équipe de fidèles partenaires, de 15 partenaires avec Lamotte, Module Création, NetPlus, Aluréné, BMW, Huchette. Enfin voilà, ils sont nombreux, Sati, Carrière des Lacs et tout ça. Donc on a différents packages on a essayé de répartir un petit peu les différentes formules en fonction des montants. Et puis voilà, on en a qui sont montés un petit peu, il y en a quelques-uns très peu qui sont partis, et là déjà on a quelques-uns en plus qui rentrent dans la boucle, donc c'est plutôt encourageant. Et je tiens à souligner que voilà, on voulait aussi offrir la visibilité à une association qui nous tient vraiment à cœur et qu'on soutient depuis quelques années, en offrant le premier nom, donc avec Lamotte pour le bateau, donc l'association Le Rire Médecin. Donc le bateau s'appelle Le Rire Médecin Lamotte. Voilà, exactement.
ça permet aussi de vraiment donner du sens à l'association, de les mettre en premier lieu. Mes partenaires, ils sont aussi très fiers de soutenir. Ça veut dire qu'ils soutiennent pas que moi, Luc Berry, qui fait du bateau, quoi. Ils donnent de l'argent en plus à une cause qui est importante pour tous. Donc, tout le monde, la décision a été prise à l'unanimité sur le fait de mettre plus l'association en avant. Fabrice, toi, tu arrives avec ce nouveau bateau et un nouvel entrant dans la classe Ocean 50, le groupe Réalité. Comment s'est fait la connexion avec ton partenaire qui sera ton partenaire unique, comme tu le disais tout à l'heure? Oui, alors je connais le président Johan Schouin-Joubert depuis fort longtemps. Donc, je suis aussi au conseil d'administration de cette entreprise et c'était un choix de passion, un choix de cœur et puis c'était une question de confiance aussi. Toutes les planètes étaient alignées pour que ce projet prenne naissance chez Réalité, puisque la taille de l'entreprise fait que, et les métiers aussi, les métiers de Réalité s'empilant les uns avec les autres, l'expansion aussi de la société fait qu'il y a de plus en plus de territoires couverts, non seulement en France mais aussi à l'étranger, faisait qu'on avait besoin d'un vecteur de communication interne qui était susceptible de fédérer l'ensemble des collaborateurs. Les valeurs de la voile collaient complètement à celles de Réalité. Également la volonté de Réalité d'être neutre et puis à terme négatif en carbone fait que l'association Réalité et Planet Warriors prenait complètement tout son sens, ainsi que aussi la possibilité de parler à des tiers, puisqu'on sait que dans l'immobilier, et ça Luc le sait peut-être, mais le carburant c'est le fuel, le capital, donc il faut aussi savoir et pouvoir parler à des investisseurs, et l'oreille des investisseurs à ce niveau-là est tournée vers la voile, souvent ça fait bon ménage. Donc toutes ces planètes étant parfaitement alignées, on a lancé le projet. Mais comme le disait Luc tout à l'heure, moi c'est pareil, je ne peux pas naviguer comme ça sans en plus être. On n'a pas le droit, je veux dire, de pas naviguer utile. C'est bien de communiquer sur une entreprise, c'est même tout à fait nécessaire pour l'entreprise, mais il faut aussi aller plus loin. Et c'est pour ça que associé Planet Warriors, qui est une société qui est une fondation qui est pour la captation du CO2 dans les grandes lignes, a été essentiel. Sinon, pour moi, je navigue pas autrement qu'avec une cause à défendre. Luc, tu es en ce moment à Saint-Malo. Ton bateau a été mis à l'eau à Lorient. Tu restes installé à Lorient. Ton projet reste installé à Lorient ou tu vas monter voir tes petits camarades Ocean 50 du côté de Saint-Malo? Non, on va remonter à Saint-Malo. Le bateau, on a quelques navigations techniques pour déjà vérifier que tout fonctionne. Profiter de l'ensemble des prestataires qui est en Bretagne Sud, parce qu'on va pas se leurrer, ils sont quand même là-bas. Il y a les voiliers, les électroniciens, tout ça. Donc profiter un petit peu de cette expérience-là avant de remonter la semaine prochaine à Saint-Malo. Et je serai basé là à Saint-Malo pendant le temps du projet. On va se faire une petite coloc avec les copains. L'idée c'est de se mettre en coloc dans le hangar de Thibaut. Donc j'ai hâte d'arriver là et de partager tout ça avec les autres petits copains, comme tu dis. Ouais, ça va faire 4 projets Ocean 50 à Saint-Malo, parce qu'il y a le tien, il y a le tien aussi Fabrice, il y a Viabilis qui va être skippé par Pierre Quiroga, on l'a appris la semaine dernière, plus Solidaire en peloton Arcep de Thibaut Vachel-Camus. Et Fabrice, j'ai l'impression que, comme me le disait récemment Thibaut, Saint-Malo c'est la capitale mondiale des Ocean 50. Ah bah oui, ça va être super parce que vraiment on va pouvoir créer des entraînements, un pôle d'entraînement. On est en train d'ailleurs d'y réfléchir ensemble pour mettre peut-être une structure, structurer un petit peu les choses. C'est une opportunité géniale qui s'est fait. Je crois qu'il y a en fait, il y a pas de mystère. Hein. Il y a eu d'abord des projets de multicloques avec avec Crêpe Waouh, parce que c'est quand même l'historique, il vient quand même de là, et je crois que ça nous a un peu tous donné la vocation. Et puis in fine, voilà, on arrive à être 4 bateaux, on aurait presque pu être 5 si Gilles était resté avec nous.
Bon, le bateau, je crois que le bateau va rester un peu sur la saison au moins 2023 en Bretagne Nord. D'après mes sources, et il descendra pas tout de suite en Méditerranée. Donc il se peut qu'on soit 5 sur 10 bateaux à naviguer en Bretagne Nord. Luc, la saison va commencer avec le Pro Sailing Tour en mai. Est-ce que dans quand tu as étudié un petit peu les projets sur lesquels tu voulais naviguer, est-ce que ça a compté comme argument, ce Pro Sailing Tour? Est-ce que ça a été un argument auprès de tes partenaires? Oui, carrément. Là, le fait d'avoir un circuit dédié à ces bateaux, avec un mélange d'inshore, d'offshore et donc de la course vraiment à haute tension, mélangeant les courses à la journée et les parcours type ce qu'on connaissait un peu plus en classe 40 de navigation sur 2-3 jours, m'allait vraiment bien, et aussi aux partenaires qui adorent suivre les courses aussi en direct. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le fait d'avoir une série télévisée qui nous suit, donc d'avoir des images avec la série Canal sur le Pro Sailing Tour. Fabrice, tu as été impliqué dans la naissance de ce Pro Sailing Tour, hein. Tu disais que tu gravites autour de cette classe depuis 2018. Comment tu vois un peu l'évolution de ce Pro Sailing Tour là, qui va commencer sa 3e saison? Luc parlait à l'instant de la série. Est-ce que elle sera bien diffusée sur Canal+? J'ai l'impression qu'il y a un petit flou sur cette question. Est-ce que tu en sais plus que nous? Ouais, bah oui, parce que je fais partie du comité de pilotage aussi du Pro Sailing Tour, dont j'ai été l'un des coupables vraiment à l'origine. Quand je suis rentré vraiment dans la classe, on n'avait pas, il fallait mettre un petit coup de spray pour rajeunir un petit peu les choses, et puis structurer, et puis se donner un guide un petit peu, et effectivement ce Pro Sailing Tour, pour moi c'était et aussi d'avoir une série dédiée, c'était essentiel pour qu'on se donne vraiment nous un cap et une existence, parce que c'est vrai que sur 3-4 bateaux faire des grands prix à droite à gauche, ça suffit pas. Donc aujourd'hui ça va être effectivement la 3e saison du Pro Sailing Tour. Le plus grand danger ça a été que ça fasse pas 2, donc là on va être sur la 3. On est en année de transition sur 2023, parce que comme on le sait, il y a eu un sacré mercato après la Route du Rhum. On le vit à chaque lendemain de Route du Rhum, hein, donc ça c'est pas étonnant. Donc nous allons faire un Pro Sailing Tour cette année un petit peu différent pour respecter les bateaux pas prêts, hein, comme le mien, comme celui de Seb aussi. Hein. Nous on pourra pas, on sera pas prêt pour le Pro Sailing Tour de 2023, et on sera peut-être pas les seuls. Donc voilà, donc pour mieux se relancer en 2024. Cela dit, on fera bien sûr un Pro Sailing Tour, il y aura des mégaman à bord, et la saison aura lieu, mais de façon un petit peu différente, puisqu'elle va se passer majoritairement en début de saison en Méditerranée, pour finir avec un final rush qui ira d'Alghero et qui arrivera à Brest. Ensuite, le restant de la saison, on aura un Grand Prix à 5 quais, puis un Fastnet optionnel, et ensuite un entraînement obligatoire en début septembre, à Lorient, où là on sera tous réunis de façon certaine, et puis après la Transat Jacques Vabre. Donc ça c'est notre saison 2023, donc un petit peu différente des autres. Et en 2024, on est en train de construire le calendrier d'ores et déjà, avec peut-être un premier Grand Prix en début de saison à La Rochelle. Oui, là, tu disais, hein, le calendrier, tu en parles, il n'a pas encore été annoncé officiellement. Est-ce que c'est pas un des gros enjeux de la classe, et de donner un peu plus de visibilité sur le long terme, parce que c'est forcément pas évident pour des partenaires, notamment des nouveaux partenaires comme les vôtres, d'arriver dans un circuit où on connaît pas trop le calendrier? Oui, c'est sûr. Hein. Nous, notre volonté, c'est d'un an, au moins l'exercice précédent, hein, en termes comptables, d'être capable de dire, voilà, la saison prochaine, on sera à tel et tel endroit, il y aura tant de grands prix, on fera tel transat. Donc plus ça va, plus on anticipe. Donc aujourd'hui, on est déjà sur la saison 2024. Ça nous était encore jamais arrivé, parce que
on était vraiment au ras de l'annonce de saison en saison. Bon, celle-ci est un peu particulière effectivement. On sait déjà quelques jours près là où on en est. Une dernière réunion sportive se tiendra cette semaine pour annoncer les dates définitives de la saison 2023. Mais je pense que en octobre prochain, on sera tout à fait capable et en mesure de, peut-être même avant, d'annoncer la saison de 2024 et ainsi de suite. Luc, quel va être pour toi le programme des prochaines semaines? Et justement, tu parlais de te faire de t'entourer pour apprendre à naviguer sur ce nouveau support. Est-ce qui va un peu t'épauler pour découvrir l'Ocean 50? Alors, le programme, ça va être de naviguer, de vraiment prendre en main la bête assez rapidement. Et ce qui est de s'entourer, c'est justement, je suis en train de constituer l'équipage pour la saison. Alors justement, c'est pas encore très clair si on doit naviguer à 3, à 5 et tout ça. Donc tout ça, c'est en route et il y aura le co-skipper qui sera annoncé très très prochainement. C'est pas encore, je peux pas encore l'annoncer aujourd'hui, mais désolé, je vous le dirai très vite. Et je vais essayer de m'entourer de spécialistes, de gens qui connaissent le multicoque, qui connaissent le Pro-Sailing Tour. Et je pense que c'est important parce que on peut faire des bêtises avec ces bateaux. On voit que c'est quand même des bateaux assez volages. Donc il faut avoir des bons spécialistes. Et donc du coup on va s'entraîner et assez rapidement descendre dans le sud. En fait, dans un mois, on doit prendre la route pour la Méditerranée. D'accord, ouais, il y a un long convoyage qui va être un bon baptême du feu, j'imagine, pour toi. Fabrice, toi, avec qui tu comptes naviguer sur ton nouvel Ocean 50 réalité? Est-ce que tu es aussi en train de constituer une équipe? J'imagine que tu as déjà une bonne idée de ton co-skipper sur la Transat Jacques Vabre. Oui. Alors j'ai effectivement d'abord en navigation, j'ai la chance d'être accompagné par Pierre Locanuchet qui est le maître du chantier, avec qui j'ai construit la première version. Donc c'était tout naturellement qu'on a remis le couvert, si je puis dire. Donc et alors la nouveauté, c'est que effectivement Pierre va naviguer avec moi dès le début de la saison. Donc on finit le chantier, on finit le bateau et puis on part ensemble naviguer et faire les essais du bateau. Après, on aura une équipe déjà qui est déjà constituée au niveau des navigants et puis le co-skipper est encore pas annonçable pour l'instant, mais ce sera assez rapidement fin mai. L'annonce est prévue fin mai. Luc, pour toi, c'est un gros changement de dimension en termes d'équipe par rapport aux classes 40, à une équipe plus fournie. Comment ça évolue? Ouais, c'est plus copieux. Ouais. Je regardais la mise à l'eau, on était 9. Je me disais, oh, ça fait du monde. Mais non, à plein temps, en gros, l'idée c'est d'avoir. Alors j'ai une personne qui me suit, c'est Charlotte qui me suit en tout ce qui est responsable partenaire et logistique et communication, donc une team manager qui suit le projet. On aura un boat captain sur toute la saison, donc qui est là, un préparateur à plein temps, qui est en charge de tous les aspects techniques. Un autre préparateur entre guillemets à mi-temps, et puis voilà, hein, donc en clair on est trois et demi, et puis plus les navigants qui viennent aussi filer des coups de main techniques quand ils peuvent. Donc c'est pas un gros changement de dimension par rapport à avant. Après c'est juste les phases de chantier, les phases de manœuvre. Avant le point fort du classe 40, c'est que je faisais toutes mes sorties partenaires tout seul. J'accueillais les partenaires au camion, je les habillais, on descendait sur le ponton, je poussais le bateau, j'allumais le moteur et j'allais faire mes navigations. Là, en Ocean 50, c'est clairement pas possible. On a dû acheter un semi-rigide, pousseur, comme on dit, un petit bateau qui fait 4 mètres 50. On va avoir quelqu'un dedans pour nous aider à faire les manœuvres. Quand on navigue, on doit forcément avoir une voire deux personnes spécialistes ou qui connaissent le bateau. Donc tout ça, ça demande une logistique et du coup un budget plus conséquent. Mais on est loin, je pense, des équipes d'IMOCA où ils sont 15 dedans. Tout ça. Ouais, ça reste à l'échelle humaine. Ouais.
Fabrice, on avait échangé il y a 2-3 semaines justement à propos de cette saison Ocean 50 et tu me disais que tu avais des objectifs toi très ambitieux en termes de RP avec beaucoup de monde attendu sur les prochaines années sur ton Ocean 50. Tu peux nous en dire plus? C'est vraiment la plateforme idéale pour ça? Ah vraiment oui, parce que on arrive à faire des rotations journalières, enfin quotidiennes, avec beaucoup de personnes. Donc moi mon ambition c'est de faire passer environ 500 personnes par an en RP sur le bateau. Ouais, c'est effectivement ambitieux. Ouais. Ouais, c'est ambitieux, mais c'est tout à fait jouable et possible, hein. Alors pas avec des navigations de 2 jours hein, à chaque fois, mais sur des rotations d'1 heure et demie ou 2 heures, c'est largement, enfin c'est jouable en tout cas. Si on revient sur le sport d'un point de vue sportif, quelles sont un peu les ambitions que tu te fixes? Tu auras donc un bateau flambant neuf, optimisation, une V2 de Cohesio comme tu l'expliquais tout à l'heure. Tu es maintenant skipper à plein temps. Est-ce que l'objectif c'est de gagner? Oui, c'est vrai que alors très modestement la première saison je l'ai appelé l'année enfin, une année zéro entre guillemets ou T0, c'est bah, le lancement, connaître le bateau, le régler. On va faire beaucoup de mesures sur le bateau. Pour ça, bah, moi je me suis aussi entouré de gens dont ça va être le métier de faire de l'acquisition de données. On a mis des capteurs à bord aussi pour essayer de gagner du temps en connaissance du bateau pour avoir des prétentions sur la saison suivante hein, en 2024. Enfin sur 2023, franchement là, faut être très modeste. C'est un bateau neuf. En termes de fiabilisation, on n'a pas trop peur parce que bon, on a déjà la V1 a essuyé les plates quelque part, donc là, on a eu des points de vigilance et enfin, on les a respectés en tout cas. Et par contre, au niveau de la performance, là, bon, il faut tout faire, quoi. Donc beaucoup d'humilité hein, dans cette première saison et bon, on sera, à mon avis, beaucoup plus au point en 2024. Et du côté de Luc, toi, est-ce que toi aussi il y a de l'acquisition de données, il y a des capteurs, et quels sont un peu les objectifs de performance sur cette année 1? Oui, moi aussi j'ai plein de capteurs partout. Mais bon, je pense que le plus important c'est de naviguer, de naviguer. Alors, tu vois, j'avais fait beaucoup d'acquisitions de données en classe 40 avec le nouveau bateau. J'avais passé énormément de temps sur les Select, les polaires et tout ça, mais tout ça pour perdre mes 2 aériens au bout du 3e jour de course et de faire ça à l'aveugle, comme à l'époque en planche à voile où tu regardais les risées pour savoir ce qu'il y avait comme vent. Donc je pense qu'il faut aussi se fier à son intuition et naviguer, quoi, et vraiment naviguer. Ça a été le mot d'ordre sur le classe 40, c'est passer plus de temps sur l'eau, apprendre à régler les voiles, apprendre les différents enfoncements de dérive, de foil et tout ça. Et l'idée étant de s'entourer. Je sais que ce bateau, il a aussi beaucoup navigué et on a eu le droit de garder pas mal d'éléments. On va déjà partir de ça. Et puis on verra après ce qu'on fait en termes d'acquisition de données. Je pense que l'acquisition de données sert aussi beaucoup pour les navigateurs à terre, parce que la grosse différence entre le classe 40 et l'Ocean 50, notamment sur les courses comme la Transat Jacques Vabre, c'est qu'en fait, tu navigues pas vraiment en double, tu navigues avec une cellule routage en plus. Et le fait qu'eux ils puissent avoir accès à plus d'informations possibles à bord, je pense que ça aide pas mal dans la navigation. Pour toi, Luc, c'est un projet de 4 ans qui va te mener jusqu'à la prochaine route du Rhum? Alors, je sais pas jusqu'à quand va durer le projet. Là, pour l'instant, on a signé pour 2 ans. Donc voilà, là, pour l'instant, on fait 2 ans et on essaiera de faire plus long si possible. Mais le programme, c'est 2 ans pour l'instant. Et toi, Fabrice? Ah nous le SMIC c'est route du Rhum +1, non? Parce Ouais. que non, parce que je trouve que s'arrêter sur une route du Rhum c'est dangereux. On l'a vu, bah, on le voit des fois hein, pour des équipes qui s'arrêtent juste après il y a une sorte de relâchement dans l'équipe et puis je trouve que l'aventure elle doit perdurer pour plein de bonnes raisons et notamment pour la motivation des équipes jusqu'au bout parce qu'un Ocean 50 Luc tu commences à le voir, bah on n'est pas tout seul hein. On est c'est
franchement, là, moi, je sais que je suis extrêmement aidé aussi par notre responsable de projet, Juliette Fermont aussi, qui travaille à mes côtés, qui est essentiel et qui nous permet d'avancer. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne navigue pas avec nous, mais bah voilà, sans cette personne-là qui gère tout le reste du projet, bah ça pédale pas de la même façon. Donc voilà. Donc je pense que pour euh, l'ensemble des personnes qu'on met en place aussi, il est essentiel d'avoir des projets un peu longs quand bien sûr c'est possible. Hein. C'est mieux sur ce type de support, de mon point de vue. Donc jusqu'à fin 2027 alors. Exactement. Bon, et est-ce que tu vois déjà plus loin? Est-ce que tu as d'autres ambitions en matière de course au large ou l'Ocean 50 te comble? Ah bah l'Ocean 50 me comble. Hein. Pour moi, c'est un support idéal, un support où on peut avoir de la mixité à bord, où on peut former des jeunes, on a aussi dans la classe des ambitions de faire une académie pour la relève aussi, hein, voilà, former du monde, partager. Non, franchement, en plus, ce sont des budgets à taille humaine, hein, pour des ETI françaises. Donc, ça permet aussi du renouvellement. Voilà, non, je crois on a créé un support qu'il faut continuer à faire vivre, à faire évoluer. Et puis les prochaines évolutions majeures en termes de jauge vont être envisagées, bien sûr, mais pas applicables avant effectivement 2027. Donc, on a encore le temps de bien exploiter, de faire des performances sur nos bateaux d'ici là. On le disait, il y a aujourd'hui 10 bateaux dans cette classe. Est-ce qu'on peut espérer voir ces 10 bateaux au départ de la Transat Jacques Vabre fin octobre? Ah oui, 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 c'est tout à fait largement possible. Et moi, c'est vraiment mon souhait. Luc, un dernier mot si on va au-delà ces 2 ans en Ocean 50, est-ce que toi tu vois aussi plus loin? Tu parlais d'IMOCA de Vendée Globe tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans un coin de ta tête ou est-ce que tu ne vois pas plus loin que ces 2 années à venir pour l'instant? Oui, l'IMOCA reste bien dans un coin de ma tête. Quand je faisais du CAC 40 et que tu regardes, c'est quand même vers là que tu as envie de tendre. Moi, j'aime bien le solitaire, j'aime bien les longues courses. Après, le peu que j'ai fait en Ocean 50 m'a aussi beaucoup donné envie. Donc, on va voir, on va laisser justement ces années-là. Après, je suis plutôt réaliste dans l'approche de trouver un partenaire pour faire un budget gagnant en IMOCA. Et enfin voilà, il faut y aller étape par étape. Donc là, Ouais, mais tu verras, l'appétit vient en mangeant, hein, Lucas. c'est ça exactement, exactement. Mais non, je suis très content de faire de l'Ocean 50 là pendant quelques années. Oui, l'IMOCA reste dans un coin de ma tête. Oui, j'aimerais bien un jour pouvoir faire le Vendée Globe. Mais bon, quand on écoute les différents acteurs de l'Ocean 50, eux, ils en veulent pas de l'IMOCA. Hein. Il y en a quand même certains qui iront pas en IMOCA. Eux, ils veulent faire des courses à haute tension, à haut niveau, sur 3 pattes. Et puis, ils sont pas prêts de remettre du plomb sous le bateau. Quoi. Donc voilà, on va laisser les choses se faire. Un tout dernier mot, Fabrice, sur l'année 2024. Est-ce qu'il y aura une transat? Est-ce qu'il y a une transat anglaise, une Québec-Saint-Malo? Est-ce que c'est au programme ou une autre, Oui. ou éventuellement une autre course? Alors pour l'instant, il y a une transat qui est actée, qui va être une nouvelle course qui va s'appeler la route d'Eterneva. Ah oui, qui devait avoir lieu cette année initialement, c'est Oui. ça? Et qu'on a reporté, enfin bon voilà, pour des raisons calendaires. Voilà, donc ça va être une très belle course qui va relier Pointe-à-Pitre à la baie de Saint-Brieuc. Voilà, donc ça va être une transat qui va se faire au retour. Malheureusement, le truchement du calendrier ne nous permettra pas de faire la Québec-Saint-Malo, ce que personnellement je regrette, mais voilà. Enfin, bon, c'est comme ça. Hein. On est une classe, je me plierai moi bien sûr à ce que la classe va voter à ce niveau. Donc cette transat est bien d'ores et déjà au programme et la CIC n'est pas encore actée du tout chez nous. D'accord. Eh ben très bien. Bah, donc Luc, là, tu prends quand la route, du moins la mer plutôt pour Saint-Malo? L'idée, c'est de le faire début de semaine prochaine. Donc, je D'accord. pense que ça va être lundi, mardi. On va surveiller la météo. On voulait à la base l'emmener fin de cette semaine, mais voilà, il faut faire les choses
Là, on n'est plus 9 dans l'équipe comme le jour de la mise à l'eau. Ils sont plutôt 1,5, 2. Donc, on va mettre en place le bateau. Moi, j'ai aussi, j'essaye de pas être trop sur le bateau technique, alors que j'adore ça, mais une grosse partie de mon activité en tant que skipper, chef de projet, là, c'est de gérer le côté un peu back-office, qui est pas forcément ce qui me passionne le plus, et aussi gérer la partie commerciale, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux partenaires. Donc, j'ai aussi pas mal de rendez-vous avec des potentiels sponsors. Donc voilà, il faut être sur les deux fronts. Et il me reste 2 mois pour gérer ça avant, 2 mois non, 1 mois et demi avant la prochaine course. Donc faut que je m'active. Bon, on te souhaite un bon convoyage Lorient-Saint-Malo. Fabrice, bonne dernière semaine de chantier. Ça va, tu passes régulièrement au chantier, le bateau a ses couleurs déjà? Alors là, pour l'instant, oui, j'y suis toutes les semaines. Là, j'y serai mercredi, jeudi, vendredi cette semaine. Et là, pour l'instant, on est en train de greffer les flotteurs aux bras. Donc, on est quand même pas mal. On est bien avancé. Bon, on est pressé de voir ce nouveau bateau fin mai. Bon courage pour la dernière ligne droite du chantier. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce 110e épisode de Pause Report. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 111e. Bonne journée à tous les deux. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!